Salam alaikum Zulflaoun. Bonsoir. La révocation du gouverneur de la Banque d'Algérie n'est pas un simple fait administratif. Elle sonne comme l'aveu d'un pilotage économique sous tension, où les décisions se prennent dans l'urgence, puis se défendent sous la pression. L'annulation précipitée de l'interdiction des versements en espèces sur les comptes commerciaux en est l'illustration parfaite. Une mesure annoncée sans préparation, retirée sans explication claire, laissant les acteurs économiques dans l'incertitude la plus totale. Pendant ce temps, la rue gronde. La grève des transporteurs, entrée dans son 3e jour, n'est pas qu'un conflit sectoriel. Elle révèle un malaise plus profond. Hausse des coûts, manque de visibilité, sentiment d'abandon. Les appels de l'Union nationale algérienne des transporteurs et de l'Organisation nationale des transporteurs algériens à la reprise du travail montrent surtout la crainte d'un enlissement dans un pays où le transport est une artère vitale de l'économie et du quotidien des citoyens. À cela s'ajoute le possible réexamen du projet de loi sur la circulation routière par le Conseil de la Nation. Là encore, un signal d'hésitation. Le pouvoir légifère puis temporise comme s'il avançait à tâtons, redoutant la réaction populaire. Pris séparément, ces événements peuvent sembler techniques. Mais bout à bout, ils dessinent une même réalité, une gouvernance sous pression, réactive plus que proactive, où l'on corrige après coup au lieu d'anticiper. Or, un pays ne se dirige pas à coups de reculade. Il se construit par la clarté, la concertation et la cohérence. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas seulement besoin de changer des responsables ou de retoucher des textes. Elle a besoin d'un cap lisible. Sans cela, ce ne sont pas seulement les banques ou les transporteurs qui ralentissent. C'est tout le pays qui risque de caler. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune Limoges, le gouverneur de la Banque d'Algérie. Pourquoi? C'est le titre donc de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Adel Khalef, Monsieur Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Adel, très content de vous avoir avec nous ce soir. On a aussi avec nous Jamal Gessoum, analyste politique, il est avec nous depuis Paris via Skype. Si Jamal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam monsieur Nasser, merci pour l'invitation. Le bonjour à Adel et la régie puis au peuple algérien. Merci beaucoup Jamal Gessoum. D'abord, on va commencer avec quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir, avant d'entrer donc dans le vif du sujet. On va revenir aussi sur cette grève des transporteurs et son impact sur l'économie algérienne. D'abord, le titre de Algérie 360, Tebboune met fin aux fonctions du gouverneur de la Banque d'Algérie. Qui est son successeur? La question, est bien sûr, a été posée par Algérie 360. Le président de la République, M. Ahmed Tebboune, a mis fin ce mardi donc aux fonctions du gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Salah Eddine Taleb. Dans le même temps, le chef de l'État a confié les missions de gouverneur par intérim au vice-gouverneur de l'institution, M. Mortassim Boudiaf. Maghreb émergent, un autre titre, Banque d'Algérie. Des directives controversées payées, cash par le gouverneur. Salah Eddine Taleb, désormais ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, infusible, qui saute, s'est posé la question, Maghreb émergent. TSA, tout sur l'Algérie, la Banque d'Algérie lève l'interdiction du cash et fixe de nouvelles conditions.
La Banque d'Algérie a annulé donc dimanche sa décision hier d'interdire les versements en espèces sur les comptes commerciaux et a fixé de nouvelles conditions. Et là, on va voir aussi le communiqué de la Banque d'Algérie, si c'est possible. Voilà, nos amis de la régie, merci. Vous êtes en train de voir le communiqué de la Banque d'Algérie qui a annulé donc l'ancien communiqué concernant le cash. Voilà, donc la Banque d'Algérie lève l'interdiction du cash et fixe donc de nouvelles conditions. Vous êtes en train de voir le communiqué de la Banque d'Algérie. Un autre titre, Maghreb émergent, concernant la grève des transporteurs. Algérie, la grève des transporteurs entre dans son 3e jour, a titré Maghreb émergent. Et on finit avec TSA, nouveau code de la route. Saïd Saïoud, ce mardi, devant le Sénat. Contesté par les transporteurs, le projet de loi portant code de la route sera présenté mardi, donc demain, devant une commission du Sénat par Saïd Saïoud, le ministre de l'Intérieur, mais aussi le ministre du Transport. On va finir avec une photo, Non, pas la photo. Je vais commencer donc avec nos invités. Adel Khalef, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc ce limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie? Bien sûr, on va revenir sur ce malaise social, ce malaise donc cette grève des transporteurs, et bien sûr la question du hausse du carburant le 1er janvier dernier, qui a poussé donc les transporteurs donc à aller vers ce mouvement de grève, mais aussi ce projet de loi concernant le code de la route. D'abord, votre lecture par rapport à ce limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie. Bon, alors, d'abord, le grand salut à mon ami Jamel. Je lui en veux un peu parce qu'il m'a toujours pas donné de feedback concernant 168 Chkebda à Alger, mais bon, c'est pas grave, nous allons passer sur ça. Alors, le limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie, je pense que ça, c'est une réaction en général très connue par rapport au, on va dire un peu, entre guillemets, du système nerveux du président de la République. Nous savons que le président de la République, c'est quelqu'un qui a de la pulsion. Et je pense qu'il a dû peut-être être informé ou il a dû voir qu'il y a eu cette décision de bloquer le cash, d'interdire le cash. Ce qui est d'ailleurs d'abord une décision qui me semble un peu hasardeuse. Hein. Je ne sais pas qui est la personne. De toute évidence, c'est pas le président de la République qui a décidé ça, parce que ça, c'est des décisions qui ne sont pas vraiment prises au niveau de la présidence de la République. Mais la personne qui a pris cette décision est une personne qui est complètement irresponsable. D'abord parce que nous sommes un pays. Bon, d'abord, sur le registre monétaire, il faut toujours se rappeler que l'Algérie est un pays qui fonctionne majoritairement sur le cash, avec le cash. Nous n'avons pas encore eu la culture du déploiement de la monétique. C'est-à-dire, sur un plan culturel, on n'a jamais réussi à développer, à généraliser la dématérialisation du cash en question, c'est-à-dire les paiements électroniques. Ce n'est pas une culture encore installée en Algérie. Nous avons à peine, je pense, à peu près 60 000 ou 70 000 ou 80 000 TPE. TPE, donc pour vos téléspectatrices et téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, terminal de paiement électronique. Donc, ce qui permet d'utiliser la carte, comme la carte Dahabia, par exemple. Vous savez, la monétique, c'est mon métier, donc je m'exprime un peu avec modeste connaissance. Il y a eu une généralisation de la carte. Il y en a à peu près une vingtaine de millions qui circulent en Algérie, mais il n'y a pas encore la généralisation du plus important, en l'occurrence, la culture de la dématérialisation du cash. Le citoyen algérien est un homme ou une femme, enfin un citoyen qui a une culture de l'argent qui est beaucoup plus liée sur l'aspect fiduciaire. Donc quand on dit fiduciaire, ça veut dire papier, donc le papier, d'accord ? Psychologiquement, le citoyen algérien se sent beaucoup plus en sécurité quand il y a un contact physique avec l'argent. L'Algérien n'est pas encore engagé à faire confiance à de l'écriture bancaire, c'est-à-dire de l'argent technique. L'argent physique, donc le cash, a une assurance mentale
qui n'a pas encore été désancré de l'esprit, de la conscience de l'Algérien. Un Algérien fait plus confiance à un aspect fiduciaire, physique, donc billet de banque, qu'un aspect d'écriture bancaire, donc de l'argent technique, donc de l'argent en banque. C'est pour ça qu'en Algérie, nous n'avons pas suffisamment, nous avons failli, nous avons échoué à la généralisation du paiement électronique. Et ça, c'est la cause d'abord des responsables au niveau de la SATIM. La SATIM, c'est la Société algérienne des transactions interbancaires et monétiques. C'est aussi c'est un échec aussi, parce qu'ils se sont limités à développer des GAB et des DAB, donc des GAB et des DAB, distributeurs automatiques de billets, donc les distributeurs. Et ils ont généralisé ça, ils ont généralisé la carte, mais ils n'ont pas généralisé la culture. Montrez-moi un Algérien aujourd'hui, quand il va le matin, il achète son pain, il paye son pain, ou là qui paye son fuel, son service, avec une carte paiement. Il n'y en a pas. C'est pas encore installé. Donc, le cash constitue un poids lourd dans la société, dans la conscience et dans la substance mentale de l'Algérien. Le cash est un truc qui est extrêmement important, si ce n'est le plus important dans le commerce. Prendre la décision d'interdire le cash, d'abord, c'est une ânerie interstellaire, mais vraiment une ânerie. Pourquoi ? Quand on interdit le dépôt en cash, je donne un exemple simple, j'essaie de faire court, comme ça on laisse la parole à mon ami Jamel. Quand on interdit le dépôt de cash, par exemple, un commerçant, alimentation générale ou une boulangerie, un commerce, il est payé par des clients. Les clients le payent par cash. Quand vous allez acheter un pain, une baguette de pain, vous la payez 10 dinars, 20 dinars, je ne sais pas moi, que sais-je le prix du pain aujourd'hui. Mais non, le commerçant, le boulanger reçoit de l'argent en cash, pas en carte, pas en paiement électronique. Donc, sur un ensemble de clients, la journée, il a une recette de 20 000 dinars, ou 30 000, ou 50 000, je ne sais pas combien des boulangers gagnent par jour en Algérie. Donc, l'argent maintenant, il va le déposer sur la banque. La banque dit non, vous n'avez plus le droit de les déposer. Mais lui, Aslan, il l'a encaissé en cash. Maintenant, s'il avait encaissé électroniquement, il n'aurait même pas besoin d'aller à la banque. Il aurait transféré l'argent directement depuis son compte vers un autre compte, ou puis il aurait retiré l'argent dans un GAB. Or, comment voulez-vous interdire le dépôt de la recette en cash si Aslan, à la base initialement, le commerçant lui-même n'est pas payé autrement qu'en cash? C'est-à-dire que celui qui a pris la décision d'interdire le cash en dépôt, c'est un âne. Ça, c'est un. Deux, un des secteurs qui aurait pu être touché violemment, c'est le secteur du télécom, de la téléphonie mobile. Vous savez qu'en Algérie, moi je suis expert en télécom, en téléphonie mobile, et j'ai travaillé de longues années en Algérie dans ce secteur. Vous savez que la téléphonie mobile en Algérie, les 3 opérateurs, je ne cite pas les noms parce qu'on ne fait pas de publicité, mais les 3 opérateurs de téléphonie mobile en Algérie, 80% de leurs clients sont en prépayé. Donc, un prépayé, ça veut dire qu'on recharge. En Algérie, ça s'appelle Flexi. D'accord, chez un autre, ça s'appelle RCLI. Puis c'est des noms. Enfin, bref, la recharge électronique, pour faire simple. D'accord. Un Algérien qui aime charger son téléphone pour acheter du crédit pour son téléphone, il va vers un détaillant. Il achète pour 100 dinars, 200 dinars, 500 dinars, l'EHIA. Avec le détaillant qui encaisse cet argent, 90% c'est en cash. Donc, cet argent-là, lui, il va le donner au grossiste. Et le grossiste, lui, le remet ensuite au distributeur. Le distributeur, c'est-à-dire qui travaille directement avec l'opérateur. C'est lui qui distribue le airtime. Donc, initialement, 80% de la téléphonie mobile, de la recharge en Algérie, est en cash, en interopérabilité entre les commerçants. Est-ce que vous vous imaginez un peu le cataclysme que ça allait causer dans le secteur de la téléphonie mobile? Mais c'est des dingues. Ils sont complètement dingues. Les gens qui sont en charge à la Banque d'Algérie sont complètement dingues sur le plan technique, ou bien ils comprennent rien, ils savent même pas ce qui arrive dans le marché algérien, ce qui est aussi plausible, ou bien ce sont psychologiquement des fous furieux, et c'est très plausible aussi. Donc je pense que le bonhomme je pense que si le président de la République a décidé de limoger le gouverneur de la Banque d'Algérie, sincèrement, moi je pense qu'il aurait fallu
limoger directement le ministre des Finances. Mais bon, limoger le gouverneur de la Banque d'Algérie, on va dire que c'est un choix. Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix. Moi, si j'étais président de la République, j'aurais limogé directement pour bien adresser un avertissement au ministre des Finances. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est connaisseur de la finance. Il y en a, en Algérie, il y en a beaucoup, qui a dû faire monter l'information à la présidence. Et moi, je pense que cette décision est le symptôme d'une bonne décision. Moi, je pense que c'est un avertissement à tous les responsables dans le secteur de la finance. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Très bien. Restez avec nous, Adel Khalef. Mais la question a été posée aussi par Maghreb Émergent, donc le journal en ligne, Salah Eddine Taleb, donc désormais ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, un fusible qui saute, point d'interrogation. On va regarder donc ce clip, cette petite vidéo concernant donc le limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie. Bien sûr, pas le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مهام محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، وكلف نائب محافظ البنك معتصم بوضياف بمهام محافظ بنك الجزائر بالنيابة. أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة يرخص فيها بإمكانية تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا، وهذا على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي. تلغي هذه المذكرة وتعوض والمذكرة رقم 2/2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2000. Voilà. Jamal Gssoum, qu'est-ce que ce limogeage nous renseigne? Est-ce qu'on est dans l'incohérence? Est-ce qu'on est aussi dans une gouvernance sous pression? On n'arrive plus à comprendre. Donc, le 1er janvier, il y avait cette note qui a été adressée donc, aux banques pour interdire le cash concernant donc, les comptes commerciaux. Et quelques jours après, donc limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie. Cette note donc a été annulée concernant le cash, le dépôt de cash dans les comptes commerciaux. Adel a donné son analyse pertinente par rapport donc et technique par rapport à la situation concernant cette question. Quelle est votre analyse concernant la gouvernance, à la façon dont les choses sont gérées? Je retourne fin janvier, donc j'ai cette chance de pouvoir aller très souvent dans notre pays et je le promets de l'appeler directement de Kasbah. Vous savez, cette question du gouverneur de la Banque de France s'analyse aussi à travers un prisme plus général, oui, d'Algérie, à travers un prisme beaucoup plus général et de la concomitance en finalité entre deux décisions qui ont été prises en même temps, qui sont applicables en même temps et qui posent problème à l'ensemble des Algériens, qu'ils soient commerçants ou pas. Moi, cette analyse, ou en tout cas cette observation que je fais, c'est que ces deux décisions, la question du cash et la question aussi du nouveau code de la route et de toutes les conséquences pour le transport de marchandises, de biens de personnes, moi, m'interroge énormément sur la finalité de cette action concomitante. Moi, l'impression que j'ai, je n'aime pas beaucoup dire impression parce que je préfère fonctionner sur des éléments factuels, mais l'analyse que j'en fais est que les décisions pourraient avoir été prises par les mêmes personnes avec un objectif certain de mettre le président de la République en porte-à-faux vis-à-vis du peuple algérien. Je n'ai de ce point de vue aucun doute sur l'objectif politique de ces deux actions qui ont été menées en même temps et qui posent problème. La question du cash, Adel Khalef l'a très bien expliqué d'un point de vue technique. Moi, je pense qu'il se situe plus sur un champ, je dirais, politique que purement technique, que ce soit fiduciaire, d'Abia, et comment, si Jamal, donnez-nous un peu de clarté par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est grave. On parle donc des politiques et on exclut, oui. C'est ce que je comprends, on exclut donc la responsabilité du chef de l'État. C'est le contraire. On engage, c'est ça, la difficulté, elle est là. C'est que des gens
engage la responsabilité du président de la République pour le mettre en porte-à-faux. D'aucuns diront Thawra Mudadda, on peut l'appeler de différentes manières, mais en tout état de cause, d'abord. Donc, en d'autres termes, Jamal Ghessoum, est-ce que vous pensez donc que ces décisions, ces politiques qu'on est en train de voir et qu'on est en train de discuter sont une forme de sabotage pour le chef de l'État? C'est exactement ça. C'est une forme de sabotage de la démarche du président de la République, qui lui-même d'ailleurs met en place des actions qui lui posent problème. Donc il a son entière aussi responsabilité. Je ne peux pas entendre que l'on va laver la responsabilité du président de la République, car celles et ceux qui sont en train de mener ces actions de sabotage et de mettre le président de la République en porte-à-faux ont été forcément nommés par lui. Donc la responsabilité du président de la République est tout à fait entière sur cette question. Elles n'ont pas été prises. Parce que, vous savez, je pense très souvent que lorsque l'on mène des actions aussi... je dirais pas stupide. Adel a parlé tout à l'heure d'ânerie, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que quand on traite quelqu'un de fou, on l'exonère de sa démarche intellectuelle. Donc ce ne sont pas des fous, ce sont des gens qui font cela dans un objectif certain, celui de mettre en porte-à-faux le président de la République et de faire monter la pression du peuple sur le président de la République. Et à ce propos, très rapidement sur le gouverneur de la Banque d'Algérie, ça a été dit, je crois, par Maghreb Émergente, si j'ai bien compris, que c'est le fusible. Mais bien évidemment, le propre des responsables en Algérie, c'est de démontrer leur irresponsabilité comme on dit chez nous en Algérie, yemshul mous ala wahd akhar. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le gouverneur de la Banque d'Algérie, parce que le gouverneur n'a pas pris cette décision. C'est une décision éminemment politique. Le gouverneur n'a pas pris ces décisions. Est-ce que vous pensez que le gouverneur de la Banque d'Algérie peut prendre cette décision tout seul comme ça? Non, il n'a pas pris cette décision. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Mais quand vous dites, Jamal Ghessoum, vous parlez de Thawra al-Mudadda, là, les Algériens se posent la question. Parce que depuis 2019, Al-Majid Tebboune est à la tête donc de l'État. Il est responsable des politiques qu'on est en train de voir. C'est lui qui a parlé de l'allocation touristique, et on a vu après ce qui s'est passé avec l'allocation touristique, parce qu'il y a des non-dits aussi dans ce limogeage. Et peut-être la question sera posée aussi à Adel Khalif. Est-ce que vous pensez aussi à la gestion de l'allocation touristique que, pour beaucoup d'observateurs, a fait saigner, entre guillemets, les réserves du change? Et certes qu'il y a eu des abus, mais est-ce que vous pensez seulement la question du cash qui se pose dans ce limogeage du gouverneur d'Algérie? Très rapidement, Jamal Ghessoum, et je donnerai après la parole à Adel Khalif. Très rapidement, la question du change par rapport à l'allocation touristique est un élément parmi tant d'autres. Mais en Algérie, nous savons que tout est hasardeux et tout est sujet à amateurisme dans les décisions qui sont prises, dans les mécanismes qui sont mis en place pour faire que telle ou telle décision politique puisse être comprise aussi bien par les Algériens que par les institutions, et notamment la Banque d'Algérie. Donc c'est beaucoup plus large. Il ne faudrait pas essentialiser sur un thème ou sur un autre. Tout en Algérie est absolument bancal. Rien ne fonctionne. Très bien. Adel Khalif, j'aimerais avoir votre impression. On a écouté Jamal Ghessoum. Qu'est-ce que vous en dites? Lui, il va très très loin. Il dit que c'est une question politique. Il parle même de Thawra al-Mudadda. Votre impression? Bon, écoutez, Anna, personnellement, sur le côté politique, je ne suis pas suffisamment assez doué autant que Jamel. Aujourd'hui, lui, connaît bien la substance du paysage politique algérien. Je pense qu'il connaît le fonctionnement de l'administration algérienne telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis un peu déconnecté de l'Algérie depuis quelques années, mais je suis un peu de près. Je pense que, bon, je vais, moi, essayer d'apporter un aspect technique, si vous voulez, une confirmation un peu rationnelle. Non, enfin, je vais matérialiser techniquement ce que Jamel vient de dire, parce que je ne suis pas forcément en désaccord avec Jamel quand il dit qu'il y aurait éventuellement peut-être un clan à l'intérieur qui voudrait nuire au président ou nuire au gouvernement. Que sais-je? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire,
c'est que si vous prenez les choses sur le côté technique et sur le côté logique, rationnel, d'accord, quand vous voyez, quand on voit, par exemple, vous venez d'évoquer l'allocation Touristique. touristique, voilà. Bon, vous avez dit que ça a fait fondre les recettes de l'État. Non, moi je vous dis tout de suite, c'est pas ça qui va faire fondre les recettes des réserves en cash, en devises. Parce que même si nous avions que 20 milliards ou 30 milliards aujourd'hui ou 40 milliards de dollars de réserves de change, vous savez, l'allocution touristique, même si c'est un nombre important qu'on multiplie par, 200 000, 300 000 personnes, allez, ça ne va pas faire plus que 1 milliard 2, 1 milliard 3, 1 milliard 4. Donc, ce n'est pas ça qui va ruiner les réserves. Ce qui fait mal aux réserves de devises de l'Algérie, c'est d'abord, nous avons un déficit budgétaire interne qui est d'une saignée extraordinaire. Et c'est là où je rejoins un peu Djamel, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'entreprendre des décisions gouvernementales, managériales, opérationnelles, qui ont causé une saignée financière de la situation financière de l'État. Si vous vérifiez la balance des paiements, avec les réserves que nous avons, l'Algérie aujourd'hui sur le plan financier est dans une situation extrêmement dangereuse. Surtout que nous sommes en train de recourir à la planche à billets. Parce que la planche à billets, effectivement, crée de l'inflation, parce que c'est de l'argent que nous imprimons et que nous injectons dans le marché, mais en contrepartie d'aucune productivité, d'aucune économie, d'aucune industrie. Donc, de l'inflation oblige. Donc, chute du pouvoir d'achat, hausse des coûts, ça devient une horreur incontrôlable. C'est pour ça qu'en un an et demi, nous sommes à un budget, parce que notre dette intérieure est à 63 milliards de dollars. C'est horriblissime. Mais qui est responsable de ces politiques, Adel Khalef? Parce que pour le chef de l'État, quand on écoute Tebboune, il parle de réalisation, il parle d'un État social. Donc tout ce qui est subvention et tout ça. Et on l'a vu après, le 1er janvier, la hausse du carburant a fait donc réagir les transporteurs. En plus de ça, la loi sur le code de la route, alors que les transporteurs se sont plaints donc, de la catastrophe concernant l'état des routes en Algérie. Il n'y a pas de pièces de rechange, tout est cher. L'état des routes en Algérie sont catastrophiques. Donc, il y a une réalité qui est totalement différente par rapport à ce que dit le pouvoir en place. Et cette réalité, est-ce que l'Algérie a les moyens de faire face, a les moyens de sa politique? Bon, d'abord, il faut que vous réalisiez, M. Nasser, que dans votre question, il y a déjà 3 questions, parce que vous évoquez le code de la route, les transporteurs, les aspects financiers. Mais je vais essayer de finir très très rapidement sur l'aspect financier, puis on va sauter très rapidement sur l'aspect donc de la hausse des coûts, même si c'est aussi lié à de la finance. Alors, moi, je crois que d'abord, pour conclure, la situation financière du pays, elle est extrêmement dangereuse. Nous devons obligatoirement aujourd'hui recourir à des options telles que l'ouverture du marché, lancer des réformes structurelles extrêmement urgentes du système bancaire, notamment éviter des imbéciles qui prennent des décisions ridicules comme celle-ci, et autres, et puis réformer rapidement le système fiscal. Mais bon, tout ça, c'est un travail technique qui nécessite du temps, qui nécessite des spécialistes. Et visiblement, les spécialistes aujourd'hui ne sont pas les gens qui sont aux commandes dans le secteur financier en Algérie. C'est un contingent d'hurluberlus. Alors, maintenant, nous allons aller sur l'aspect de la hausse du coût du carburant. Bon, d'abord, ça me semble une décision hasardeuse. Ça a l'air d'être venu trop rapidement. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais encore une fois, comme celui qui a pris la décision d'interdire le cash, celui qui a pris la décision de hausser le prix du fioul, ça laisse penser que peut-être l'État aurait des problèmes d'argent aujourd'hui, de liquidité, parce qu'on veut essayer éventuellement de trouver un moyen. Mais vous savez, ils oublient que trop d'impôts tue l'impôt. Quand on essaie de gagner de l'argent, c'est pas comme ça qu'on fait. Il va falloir essayer de travailler sur d'autres aspects. Regardez par exemple, si nous avions lancé la fintech, la finance, les banques électroniques, nous aurions profité d'un parc de téléphones, de smartphones qui est à peu près de 55 à 60 millions de smartphones aujourd'hui en Algérie, parce qu'attention, il y a beaucoup de gens qui ont 2-3 puces en même temps. Et
ces gens-là auraient fait beaucoup d'opérations financières à travers leur téléphone. Et donc, pour chaque opération financière de paiement, automatiquement, vous avez des commissions. Voilà comment on gagne de l'argent. Voilà comment on génère du trésor pour le trésor public, de la trésorerie pour le trésor public. Mais pour ça, il faut des hommes, il faut des connaissances, il faut des gens qui ont de la cabessa. On ne peut pas faire ça avec des mulets. Donc, maintenant, celui qui a pris la décision de la hausse du carburant est quelqu'un, a priori, qui veut un effondrement de la République, qui veut peut-être du mal, effectivement. Et c'est là où je suis d'accord, moi, avec Jamel. Parce que ça, c'est quelqu'un qui veut du mal au sommet de l'État, que ce soit à l'armée ou à la présidence. Pourquoi? Parce que quand on fait des études d'économie, la colonne vertébrale de l'économie, c'est le système bancaire. Et la base de l'économie en termes d'opération, c'est le transport. Donc, quand vous touchez au transport, vous touchez au coût. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas exploiter notre transport ferroviaire en cargo est très mauvais. En aéronautique, cargo aérien est insignifiant. Maritime, encore moins. Donc, la route est le principal. Donc, vous touchez à la route, donc vous touchez à des centaines de milliers d'emplois directs. Donc, d'où la grève d'aujourd'hui. Automatiquement, les répercussions, c'est quoi? Blocage de la distribution de tous les produits, denrées alimentaires qui disparaissent, des produits qui ne sont plus dans les étalages, etc. Donc, vous créez un problème social. Donc, faire ça de cette façon aussi brusque. Alors maintenant, j'ai vu la réunion qu'il y a eu au ministère des Transports et ça m'a fait rire de vous à moi parce qu'ils ont trouvé une solution. Ils ont trouvé une solution extraordinaire, notamment avec les chauffeurs de taxi. Avec la solution maintenant, il faut augmenter le coût des transports. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, non seulement on augmente le coût pour les transporteurs, mais maintenant, il faut aussi taper le client, donc le public. Vous voyez un peu, je vous dis qu'aujourd'hui, en Algérie, dans le secteur de l'économie, il y a des fous furieux. D'accord ? Alors, moi, je pense sincèrement que nous sommes dans une situation où il faut agir vite. Il faut diagnostiquer d'où viennent ces décisions, qui ont pris cette décision et traduire ces décisions en justice parce que pour moi, ça, c'est des actes criminels. Pour moi, ça, c'est des actes criminels. Parce que nous sommes en train de toucher à la masse. Et quand vous touchez à la masse en termes de consommation, vous touchez aux fonctionnalités micro- et macroéconomiques sociétales. Et là, ça devient un cataclysme. C'est très dangereux. Très bien, restez avec nous Adel Khalef. On va revenir bien sûr sur cette grève. On va voir d'abord ce clip, cette petite vidéo. Grève dans plusieurs wilayas, grève des transporteurs. السلام عليكم. اليوم الاثنين 5 سيسمبر 2026 نحن ننقل لكم مباشرة حدث ولاية تيرت تضامنا مع إضراب الشرعي والمطلب الشرعي لكل الولايات ضد القانون الذي أصدر بدون تشاور وزيادة أسعار الوقود. عندك وارن ثاني يقولوا مش مقرفين هذا ترانسبورتر تاع وارن كاع راهم مقرفين كاع السيميه تاع وارن كاع راهم مقرفين كاع هاي السيميه تاع وارن يقولك مش مقرفين. خاسرين الكل وهذه بلادنا وما عندناش وين نروحوا نموتوا هنا نقعدوا هنا الخير هنا يطلقوا شويه مش احصر هنا زيد نقتل ديروا بروسي ياسر شويه ما عندناش وين نروحوا ما عندناش. Voilà, ces images donc de grève, de la grève des transporteurs dans plusieurs wilayas. Et bien sûr, on va écouter aussi ces déclarations d'un député qui parle de manipulation.
سنين انا فيه راني يعرفوني، راني ها شوفوا كي راني ساغني، والله يومين والله مرقت غلطني بلادي، باسكو بلادي راهي رايحه الهويه والناس راه مغرر بهم، الناس راهم يخلطوهم. انا لقيت صفحات والله يا جماعه، لقيت صفحات من المغرب، قاعد نتبع في الصفحات من المغرب ومن خارج الوطن يستعملوا فينا، وهذا اللي دار الوقت ودار ان مونتاج ويدير الصوره تاعي ويقول هذا صاحب القانون، ويدير الصوره تاع الوزير ويدير الصوره تاع الاخر ويدير ان مونتاج ويطلقها في لي ريزو سوسيو. هذا اش راه يحوس؟ اش راه يحوس؟ راه يحوس الخير البلاد. معليش دروك قانون المرور ما عجبكش ماشي بروبليم، عبر على رايك، ما عجبكش والله ما عندنا مشكله في هذه، ما عجبكش والله ما راه عندنا مشكله، ماهوش قران هذا ماهوش قران. بصح ما نبغيش انا ولاد بلادي يغرر بهم، يحشي هذا يكذب عليك يعطيك معلومه فوس. نتحدى هادو اللي راهم مبلعين الطريق الا قراو قانون المرور، ولا هادو اللي راهم يديروا في الاضراب لا قراو قانون المرور، قراو غير العقوبات، باسكو قانون المرور فيه قلب 193 ماده الله اعلم ولا 195 ماده، قراو غير العقوبات، وما من العقوبات حنا عدلنا فيهم، قضبوا لهم غير العقوبات، قضبوا لهم طرف من العقوبات وعطاهم علاش؟ باش تأجيج الرأي العام ولا نبلع الطريق. إيه عند الشيطان يا مواطن فطن، هذا جزائري اللي غادي تبلع اللي ما غاديش توصل له الخبز ولا ما غاديش توصل له المازوت ولا هذا جزائري غير كيما انت، انا غير الشعب في بيناتنا. Voilà. Donc, Jamal Ksou, on a entendu donc ce député essayer d'expliquer donc ce nouveau code de la circulation ou de la route. Et bien sûr, on a vu aussi ces images des transporteurs en grève dans plusieurs wilayas. On sent qu'il y a mécontentement, on sent qu'il y a malaise social depuis le début de l'année. Il y a bien sûr cette loi, ce projet de loi, mais aussi concernant donc le code de la route, mais aussi donc ces augmentations au niveau du carburant. On sent que c'est des politiques qui ne sont pas réfléchies, comme l'a dit notre ami Adel Khalef, et c'est des politiques qui exposent aussi le pays. Votre réaction? Il a qualifié certains décideurs de mulets, et je voudrais dire à Adel, ce serait bien de ne pas insulter les mulets, parce que les mulets, au moins, eux, ils sont utiles. Ratéhom. Ensuite, sur la question de ce député qui d'abord parle du Maroc, où je décale le Maroc, déjà qu'on n'arrive pas à s'en sortir dans le pays, où j'ai ben le Maroc. Là, en fait, il est en train de dire, en gros, vous n'avez pas lu la loi, parce que vous l'avez expliqué. J'ai envie de dire aux députés, j'ai envie de dire aussi au ministère du Transport et tous les décideurs, vous avez pris le temps d'expliquer au peuple algérien quelle était cette loi pour qu'un député Kharjem El-Ksab et qui nous explique qu'il y a tant d'articles et qu'il n'a peu... Non, évidemment que le peuple algérien, lui, voit de manière pragmatique ce qui a des conséquences sur lui, le code de la route avec avant il n'y avait rien, maintenant il y aurait trop. Donc il faudrait peut-être être dans le juste milieu et notamment sur l'augmentation du carburant qui impacte. Donc rien n'est réfléchi en Algérie. Moi c'est ça le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'intellectualisation. Sauf à dire, je vous renvoie juste, et je dirais aussi à Adel, de regarder le film Le Grand Blond avec une chaussure noire de Pierre Richard, qui dans le film est un agent secret, mais il paraît tellement idiot que les services secrets qui veulent l'attraper se disent non, il ne peut pas être aussi idiot que ça. Et il ne peut pas être aussi idiot que ça, c'est la même chose en Algérie. Voilà. Donc ils ne sont pas fous, ils savent parfaitement ce qu'ils font, ils mettent en place des lois et les nombres de Sha'ab. Moi je dis au président de la République que s'il y a des soulèvements en 2026, début 2027, février 2027, il ne faudra pas qu'il s'en étonne. Parce que si 45 millions d'Algériens vivent ce que le président lui-même ne voit pas, c'est qu'il y a une réelle difficulté. Donc pour revenir à mon propos antérieur, le fait qu'il y a des gens qui... Adel a utilisé le mot de clan. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec lui aujourd'hui. Ça change un peu de l'habitude. S'il y a des gens qui se constituent, entre parenthèses, en clan, je n'ai jamais aimé ce terme. Là, pour le coup, il y a des gens de l'intérieur
qui sont en train de mettre en place des actions pour faire un soulèvement. Et donc ce soulèvement, parce que là on touche au cœur du peuple algérien, hein. On n'est pas en train de parler de choses qui n'impactent pas directement les Algériens. Adel l'a repris, c'est vrai ce qu'il a dit. Un soulèvement, Jamal, désolé, Oui. un soulèvement qui vise qui, yani, qui vise Tebboune. Bien sûr. C'est ce qui est visé là. Parce que Adel, lui, a plutôt le côté technique, que ce soit en télécom ou en économie, ce qui n'est pas mon fort. Moi, c'est le côté, effectivement, politique et analyse politique. Et les actes politiques qui ont été mis en place sur ces deux axes ont pour objet, comme d'autres antérieurs d'ailleurs, hein, ce ne sont pas les seules actions, et les actions à venir ont pour objet de faire un soulèvement, de créer un soulèvement pour faire table rase du président de la République et de tous ceux qu'il y a avec eux. Moi, la crainte que j'ai, parce que le président de la République n'a visiblement pas ou connaissance ou pas conscience de ce qui est en train de se passer, c'est que je ne serais pas étonné, je ne le souhaite pas, mais je ne serais pas étonné qu'en 2027, ceux qui étaient en prison aujourd'hui gouvernent et ceux qui gouvernent aujourd'hui soient en prison. Donc, je dis au président de la République, faites attention, il y a des gens que vous nommez, des gens qui sont en votre sein, qui sont des décideurs et qui sont en train de lever le peuple algérien. Et je le dis au président de la République, si ça continue comme ça, il y aura des soulèvements en Algérie. Et ça ne peut pas être autrement. Frapper deux fois le peuple, Adel l'a dit, vous m'avez coupé, mais on augmente. Et on fait le code de la route, on augmente le gasoil et l'essence pour dire ensuite, ça ne suffit pas. Il a très bien dit Adel, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on touche directement encore plus le peuple algérien en augmentant le tarif des courses. Donc, il y a une action menée de l'intérieur. Le président de la République aura toute la responsabilité, je le mets en garde, et je le mets en garde. Il y aura des soulèvements en 2026, début 2027, en février probablement, pour rappeler le Hirak. Donc, qu'il fasse très attention et qu'il prenne le taureau par les cornes, et ça n'est pas la peine. Je dis au président de la République, ça n'est pas la peine de limoger un gouverneur de la banque, ça n'est pas la peine de limoger une telle personne si les personnes qui sont en train de mener ce soulèvement sont à l'intérieur encore du gouvernement. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas responsable aussi de ces politiques, Jamal Ghessoum? Ça n'empêche pas, c'est Nasser. Je mets deux choses en parallèle. Je mets l'action ou l'inaction du président de la République, parce que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, il faut se le dire, c'est une vérité, a été fait et lancé par le président Bouteflika rahimahullah. On est bien d'accord sur le sujet. Ça a été lancé par avant. L'inaction du président de la République dans des chantiers importants se relève de sa responsabilité. Mais à côté de cela, entre ne rien faire sur le côté politique et le côté social et économique, il y a une autre chose qui est à côté, c'est de ne rien faire contre ces gens qui sont en train, par l'aval indirect, je dis bien indirect du président de la République, et qui sont en train de mener du sabotage, pire que ça, des soulèvements. Je ne peux pas tout dire ici. Je ne peux pas tout dire. Mais je dis au président de la République, s'il y a des soulèvements et que les choses s'inversent entre 2019 et maintenant, il faudra que le président de la République assume ses responsabilités. Je lui dis aujourd'hui avec des informations précises. Donc, qui ne s'étonne pas de ce qui va se passer en 2026-2027. J'essaierai de le prévenir et de mettre en garde sur des choses, mais s'il ne veut rien savoir, parce que le président de la République, son problème, c'est qu'il n'entend pas, qu'il ne voit pas, qu'il prendra toutes ses responsabilités. Ce qu'il doit faire aussi, Jamal Ghessoum, pour beaucoup d'observateurs, c'est d'écouter le peuple, oui. sa colère, mais aussi d'ouvrir le champ politique et essayer aussi, oui, et médiatique aussi. Pour bien beaucoup sûr. d'observateurs, c'est ce qu'ils disent. Mais cette situation qu'on est en train de vivre, cette tension, on est en train de voir donc ce mouvement de grève des transporteurs qui est en train de prendre de l'ampleur, mais aussi l'impact sur la vie quotidienne de l'Algérien de tous les jours, et cette situation socio-économique qui commence vraiment à faire mal à l'Algérien lambda. Est-ce que vous pensez que cette situation intérieure
qui est qu'on peut qualifier d'anxiogène, qu'on peut qualifier d'une cocotte minute par rapport à la situation que nous traversons, n'a pas d'impact par rapport à la situation géopolitique. Parce que souvent, par exemple, ces derniers jours, on a parlé de ce qui s'est passé au Venezuela et comment ce qui s'est passé au Venezuela peut aussi se reproduire dans d'autres pays. Parce que il y a des politiques qui brident le pays, il y a des politiques aussi qui exposent notre pays. Votre analyse, Adel Khalef. Moi, pour essayer de rajouter un peu de l'eau au moulin de Jamel, en essayant d'apporter peut-être 2 ou 3 petites remarques concernant 2 ou 3 petits points. Bon, alors, Jamel dit que le président ne voit pas, ne sait pas. Oui, certainement, peut-être, mais moi je dis à Jamel, pas complètement, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, le président avait reçu Louisa Hanoun, à qui il avait reconnu qu'on lui remettait de fausses informations. Donc il est conscient. Il sait qu'on lui ment. Il sait qu'on lui donne de faux rapports. Il sait qu'on lui donne de fausses informations. Donc moi je suis désolé, mais je pense que sa responsabilité est engagée. Aujourd'hui, par contre, où je suis d'accord avec, où je suis un peu en désaccord avec, enfin pas en désaccord, mais pour rajouter à Jamel, il dit que le problème se situe au gouvernement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est sous forme de décision d'exécution. Mais nous savons très bien que l'Algérie, c'est un pouvoir hyper présidentiel. En Algérie, le président, c'est lui qui décide le quoi, le comment, le pourquoi, le quand, et le avec qui. C'est lui qui décide tout. Le président fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc, je ne pense pas que le gouvernement n'a pas de pouvoir en Algérie. Un ministre en Algérie n'a pas de pouvoir, n'a aucun pouvoir. Bon, vous prenez 2 ou 3 exceptions. Un gars comme Serioud, ministre de l'Intérieur, ministre des Transports, lui aujourd'hui, par exemple, est une calamité d'incompétence. N'oublions pas qu'il a cité un statut, quand on parlait de l'émir Abdelkader Porporan. C'est un bonhomme qui ne fait pas de différence entre un et une pour masculin, féminin. Aujourd'hui, les ministres d'Intérieur, elle est belle, l'Algérie. Donc, moi, je dis simplement que je pense que le problème se situe directement dans le cercle présidentiel, autour du président de la République. Mais le président de la République, sa responsabilité est engagée. Moi, je le dis en tant que patriote, parce que moi, j'aime mon pays, je me bats pour mon pays, et je ne cesserai jamais de le faire. Je ne suis pas ici pour critiquer qui que ce soit. Je suis ici pour faire un constat. Rien ne fonctionne. Rien. Maintenant, voyez un peu d'autres symptômes. La situation vous parlez de la géopolitique. Regardez un peu la situation diplomatique de l'Algérie. Regardez un peu notre situation avec la France. Regardez un peu notre situation avec les pays du Moyen-Orient et ce qui s'est passé avec l'Espagne, etc., etc. Mais tout ça, mais nous savons tous que le président de la République n'est pas un spécialiste de la diplomatie. Il n'a jamais été, il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Mais bon, on lui a dit, fais ceci, dis cela, amuse-toi par-ci, amuse-toi par-là, bombe le torse. Ben voilà, aujourd'hui, l'Algérie est isolée sur le plan géopolitique. Mais non, vous évoquez le Venezuela. Moi, je vais vous dire, souvenez-vous, moi, quand je vous donne une information qui est liée à l'international, ça se concrétise. Il y a un agenda aux États-Unis. Il y a un agenda. D'ailleurs, Trump le dit clairement et il l'assume. Bon, maintenant, il va s'occuper du Greenland. Mais je vous dis, maintenant, c'est l'Iran qui va subir les foudres de Washington. Après, il va y avoir des tensions avec qui dit l'Iran, donc il dit des tensions sur le Qatar. Et puis maintenant, il y a un autre agenda par rapport à l'Afrique du Nord, un agenda qui est déjà concocté. Parce que, pourquoi, encore une fois, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on ne voit pas ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas d'anticipation. Pourquoi on n'a pas d'anticipation? Parce que nous n'avons pas de grands spécialistes dans le service de renseignement à l'international. Parce que nous n'avons pas de la veille économique, de la veille géopolitique. Nous n'avons pas de la veille diplomatique à l'international. On ne sait pas ce qui se passe. On aurait dû voir le coup venir, tel Venezuela. On aurait dû voir le coup venir. Qu'est-ce qu'ils font les responsables du renseignement du consulat d'Algérie à Washington? À part lire le Washington Post et aller prendre un Starbucks le matin. Donc vous comprenez, il y a de l'incompétence métastasée comme un cancer. Et maintenant, il faut régler ça. Pour joindre Jamel, moi je dis à ce président de la République, il a intérêt de se réveiller parce que le tsunami est à vue d'œil. Jamel Kshoum, très rapidement, ce qu'a dit Khalef Khalef est très fort de sens.
Très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. C'était pas le gouvernement. On sait très bien qu'il n'y a pas de ministre en Algérie. C'est plutôt les institutions autour du président de la République chargées de mettre en place les mesures qui sont annoncées publiquement et de les mettre en œuvre. Donc ça peut être franchement n'importe qui, ça peut être le boulanger. J'extrapole, bien sûr. Ça, c'est une chose. Ensuite, Adel Khalf a dit ça n'exonère pas de la responsabilité du président de la République. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'exonère pas cette responsabilité. Moi, je crains pour mon pays d'être dans une situation très difficile début 2027. Et nous devons, en tant que compatriotes et amoureux de notre pays, que de prévenir le président de la République autant que possible. La responsabilité personnelle et historique du président de la République sera relevée et j'espère très sincèrement qu'il n'aura pas le même sort que le président Bouteflika, pour lequel, dès qu'il est mort, on ne savait même, personne ne sait où il est enterré et on ne fête même pas dignement l'anniversaire de son décès. Je crains pour le président Tebboune, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais je crains cela pour lui. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci donc à mes invités. Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Adel Khalf, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à Saha. Au revoir.